Alors, les batailles. Comment on résout une bataille? Parce qu'on a vu comment utiliser tous les pions ordre, on a compris comment on calcule les forces de combat, mais voilà, qu'est-ce qui se passe quand on a perdu ou quand on a gagné le combat et qu'est-ce qui se passe exactement dans les batailles? Alors, on va faire une petite situation ici, où le joueur jaune va attaquer le joueur gris. Bon, je vais pas mettre d'ordre défense ou de soutien pour le moment parce que c'est pas nécessaire. Alors, imaginons le joueur jaune veut attaquer le joueur gris ici. Alors, première chose qu'on fait, c'est qu'on calcule les forces de combat des deux joueurs sur le territoire en guerre. Donc, pour le joueur jaune, 2 plus le bonus de l'ordre, ça fait 3. Et pour le joueur gris, c'est également 3 en force de combat. Alors là, normalement, il faudrait regarder s'il y a du soutien et s'il y a des ordres de défense pour ajouter. Ici, il n'y en a pas, donc c'est le cas le plus simple. Mais voilà, il suffit d'ajouter les forces de combat comme j'ai expliqué précédemment avec les ordres de soutien. Alors là, c'est 3-3, donc c'est une égalité, mais les deux joueurs doivent encore jouer une carte maison. Donc j'ai expliqué tout à l'heure, quand on avait les éléments du jeu, chaque joueur possède au début de la partie 7 cartes qui sont publiques. Donc tant qu'on joue pas de combat, tous les joueurs peuvent les consulter. Donc tous les joueurs peuvent connaître ce qu'il y a sur les cartes. Alors chaque joueur a une carte dont les valeurs de combat sont écrites ici. Donc il y a 7 cartes. Il y a toujours une carte de 4, une carte de 3, 2 cartes de 2, 2 cartes de 1 et une carte de 0. Et ça, quelle que soit la maison avec laquelle on joue. Et par contre, selon les maisons, elles sont toutes différentes. Elles ont des capacités écrites ici en dessous qui vont ajouter des choses à faire dans le combat. Enfin, qui ajoutent des capacités en fait. Ça, il suffit de lire et de résoudre au moment où on les joue. C'est pas compliqué. Donc voilà. Alors, au départ, elles sont publiques. Et puis, au moment de la bataille, chaque joueur prend ses cartes en main et il en choisit une secrètement. D'accord? Donc, sans savoir, évidemment, ce que l'autre joueur va jouer. Donc, parfois, si on veut vraiment gagner la bataille et que c'est en tout début de partie, on joue la carte numéro 4. Si on sait qu'on a perdu, on peut jouer la carte 0 parce qu'on peut être intéressé par la capacité qui est ici. Parfois, il y a des capacités qui font augmenter la valeur de la carte, d'accord? Et plein de choses comme ça. Il faut savoir que quand on a joué une carte bataille, donc imaginons que je jouerai celle-ci, l'autre joueur joue la carte, on résout le combat, etc. Cette carte va être mise de côté pour la suite. C'est-à-dire que pour la bataille suivante, il me restera que celle que j'ai pas jouée. Et puis je vais les jouer une par une, à chaque fois que j'ai une bataille. Et quand il m'en restera plus qu'une seule, que je serai obligé de jouer forcément dans cette bataille-là, eh bien, seulement quand elle sera jouée, je pourrai récupérer toutes les autres. Alors, la dernière jouée reste de côté et je récupère toutes celles qui ont déjà été jouées auparavant. Donc au tout début de la partie, pour la première bataille, on a encore toutes ces cartes et puis plus on en fait, moins on en a. Donc quand vous allez faire votre bataille contre un joueur, il est possible qu'il ait plus de possibilités que vous s'il a fait moins de combats que vous depuis le début de la partie. Donc c'est pour ça que ça se résume pas simplement à prendre la carte qui est la plus grande valeur ici. Voilà, ça dépend de ce que l'autre joueur va jouer, de ce qui lui reste comme carte et des capacités de ces cartes-là, parce que comme je l'ai dit, il y a des capacités qui vont augmenter la valeur, annuler la valeur de la carte adverse. Enfin, il y a plein de choses, plein de choses qu'on peut faire, donc c'est pas si évident. Donc la valeur de la carte, c'est simplement la force de combat qu'on va ajouter à celle qu'il y a déjà sur le plateau, donc sur le territoire en guerre, ainsi que les soutiens, les bonus de défense et d'attaque, etc. Et donc voilà, donc chaque joueur joue une carte, on ajoute la valeur de force à la force de combat de chaque joueur, et puis celui qui est la plus grande force de combat gagne la bataille. Je reviendrai sur les cartes un peu plus tard pour montrer un peu ce qu'il y a. Voilà, donc imaginons que dans le cas de figure ici, où c'est 3-3, moi je joue une carte de valeur 2, mon adversaire une de valeur 1, donc je gagnerai 5-4. Donc le joueur gris
gagnerait le combat. Donc le défenseur gagne le combat. Alors qu'est-ce qui se passe pour le joueur perdant? Eh bien tout simplement, il doit sortir du territoire. Alors ici, comme c'est le joueur attaquant qui a perdu, eh bien il doit se replier sur le territoire d'où est partie l'attaque. Donc il venait d'ici, il a attaqué comme ça, il a perdu, il retourne d'où il vient, et on va coucher l'unité comme ça sur le plateau pour indiquer qu'il a été battu en combat et qu'il est, on appelle ça, en déroute. Alors ça a une grande importance parce que si dans la suite du tour de jeu, j'aurais par exemple, moi ou même un autre joueur, d'ailleurs on va le faire avec un autre joueur, je suis le joueur rouge et j'ai la possibilité d'attaquer ici, le jaune, donc je pourrais attaquer le joueur jaune ici. Alors comme le joueur est en déroute, en fait, il peut plus combattre et il sera sorti du jeu. Il sera mort. Donc il faudra le recruter de nouveau plus tard. Donc voilà, donc ça c'est le gros inconvénient quand on perd une bataille, c'est que le perdant se replie et il est en déroute. S'il se fait encore attaquer, il meurt. Donc ça, pour l'attaquant, ça se passe comme ça. Pour le défenseur, bah, c'est le même principe, sauf que c'est un peu plus complexe, pas beaucoup. Alors imaginons donc la même situation, mais cette fois-ci c'est le joueur jaune qui gagne. Alors que se passe-t-il pour le joueur gris? Puisqu'il a perdu, il doit quitter le territoire. Et pour quitter le territoire, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Alors soit il se replie sur un territoire libre, adjacent et libre, et on couche les unités parce que c'est le même principe que pour le joueur qui a perdu. S'il se fait attaquer après par une deuxième attaque, il ne peut plus combattre et il meurt. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Donc un territoire adjacent. Alors, si le territoire d'où vient l'attaque est laissé libre, il peut quand même pas y aller. D'accord? Donc on imagine mal une armée qui se replie à l'endroit d'où provient l'attaque. Hein, donc c'est pas très logique. Donc un territoire libre et on est en déroute. Ou alors un territoire qu'on possède déjà. Donc imaginons que je possède déjà le territoire qui est ici, je perds la bataille, ben je peux venir sur le territoire qui est ici et mes unités seront mises en déroute. Ça c'est possible. Attention que même les unités en déroute doivent respecter la limite de ravitaillement. Donc par moment on peut imaginer une situation de repli, on va prendre un autre endroit de la carte pour avoir quelque chose de particulier. Imaginons qu'on a ceci. Le joueur jaune qui vient d'ici attaque le joueur gris et il gagne. Le joueur gris, imaginons que tout est occupé par des joueurs adverses aux alentours. Voilà. Le joueur gris n'a qu'une solution de repli, c'est de venir ici en déroute. C'est le seul territoire sur lequel il peut venir parce que c'est le seul territoire qu'il possède puisque tous les autres sont occupés par d'autres joueurs. Alors là, si la limite de ravitaillement est dépassée, parce qu'imaginons qu'il n'ait pas droit d'avoir une armée de 4 unités, eh bien il faudra détruire les unités en trop. Donc ça c'est le joueur gris qui choisit lesquels il enlève du plateau, mais il faut qu'il les enlève pour respecter toujours la limite de ravitaillement. Donc quand c'est le défenseur qui perd, il a plus de possibilités, mais en même temps, il peut être coincé. Parce que l'attaquant, il peut toujours revenir au pire de l'endroit, enfin de toute façon, il est obligé de revenir à l'endroit d'où il a attaqué. Donc voilà, donc les unités mises en déroute, donc comme je l'ai dit, bah, si elles devaient être prises à partie dans un combat après, bah, elles ne combattent pas, elles comptent pour 0. C'est comme si elles n'étaient pas là. Alors imaginons que dans ce cas-ci, donc le joueur jaune a battu le joueur gris, et puis c'est le joueur rouge. Où est-ce que j'ai mis? Voilà. C'est le joueur rouge qui va attaquer de nouveau le joueur gris ici. Alors là, il va y avoir une bataille classique, sauf que ces deux pions-là, c'est comme s'ils n'étaient pas là. Alors et dans le cas d'une défaite, ces pions-là seront automatiquement retirés du plateau, et dans ce cas-ci, ces deux-ci aussi, puisqu'ils n'ont pas de possibilité de repli, mais s'ils avaient une possibilité de repli, ils partiraient en déroute. Donc je vais en faire une de situation comme ça, imaginons ceci, voilà.
On a ça comme ça ici. Le joueur rouge ou le joueur jaune, peu importe. Le joueur jaune attaque ces joueurs gris qui perdent. Ils se replient ici et sont en déroute. Donc on les couche sur le plateau. Voilà. Et puis le joueur rouge attaque de cette position à ici. Les joueurs gris perdent encore le combat. Ben les pions qui ont fait la bataille, donc ceux-là n'ont pas compté, les pions qui ont fait la bataille peuvent se replier ici par exemple, et eux par contre meurent. Voilà. Donc les unités en déroute meurent d'office si elles sont prises de nouveau dans un combat. Et voilà, et donc c'est comme si elles n'étaient pas là. Les unités en déroute, si elles devaient se retrouver sur un territoire qui peut apporter du soutien, donc imaginons que ici elles aient perdu, on se retrouve dans cette situation, donc le joueur jaune a battu le joueur gris qui vient ici en déroute, et imaginons que sur ce territoire il y a un ordre soutien pour soutenir une bataille qui se déroulerait ici, eh bien le soutien ne sera apporté que par les unités debout, les unités couchées n'apportent pas de soutien, elles ont en fait une force de 0 une fois qu'elles sont couchées. Je ne sais pas si c'était comme ça que c'était compris avant, mais une fois que les unités sont couchées, en gros, elles ont une force de 0. Et elles ne peuvent plus battre en retraite. Donc ça, c'est pour la résolution des combats. Donc ça, c'est simple. Donc d'abord, je calcule les forces en présence sur le territoire. Je calcule les bonus d'attaque et de défense. Je calcule avec le soutien qui peut être apporté. Et puis, chaque joueur joue une carte. Et une fois que tout ça est fait, on calcule la force totale et le perdant doit sortir du territoire. L'attaquant doit retourner d'où il vient et le défenseur doit aller sur un territoire libre ou qui lui appartient déjà en faisant bien attention à la limite de ravitaillement. Et dans les deux cas, que ce soit l'attaquant ou le défenseur, quand il perd, ces unités sont mises en déroute, on les couche sur le plateau et elles ont une force de 0 pour la suite du tour. À la fin du tour de jeu, on les remet debout. Si elles n'ont pas été tuées, on les remet debout et elles peuvent continuer la partie pour les tours suivants. Si elles ont été tuées, elles sont retirées du jeu tout simplement. Est-ce que j'ai tout expliqué pour le combat? Je pense que oui. Alors, il y a juste quelques éléments sur les cartes, en plus des capacités. Des éléments qui reviennent parfois, c'est des épées et des tours. Alors, on va prendre ici. Je vais même prendre celle-là. Voilà. Alors, si le joueur qui gagne la partie, s'il a joué une carte avec des épées, donc imaginons que je joue cette carte et je gagne le combat, il y a une épée, ça veut dire que je vais d'office détruire une unité de mon adversaire. Donc, quand l'adversaire va se retirer de son territoire, eh bien, il faut prendre en compte qu'une de ces unités, s'il en a plusieurs, sera tuée. Parce que l'épée tue une unité, donc elle ne sera pas en déroute, elle sera directement retirée du plateau. Sauf si le joueur qui a perdu a des tours sur sa carte. Parce qu'en fait, le défenseur, une tour sur une carte du défenseur, enfin du perdant, annule un symbole épée sur la carte du gagnant. Donc dans ce cas-ci, si je joue celle-là et que le perdant a joué celle-là, ben, je ne tue pas d'unité puisque la tour annule le symbole épée. Si j'avais joué cette carte, ben c'est pareil, j'avais 2 symboles épée, donc je pourrais tuer 2 unités, mais mon adversaire a joué 2 tours, donc il annule mes 2 épées, donc je ne tue personne. Donc voilà, donc ça, les symboles, on va en retrouver sur plusieurs cartes. Il y a une maison dont les symboles, il y a 3 symboles épées, donc imaginons qu'il y avait 3 symboles épées ici, pour le gagnant. Le perdant n'en a que 2. Bah, il annule 2 épées, mais la 3e, ça veut dire qu'il devra quand même tuer une unité. Donc voilà, donc ça c'est le même principe partout. Alors si c'est le gagnant qui a les tours, bah, ça n'a aucun effet. Si c'est le perdant qui a les épées, ça n'a aucun effet. Donc pour que les épées aient un effet, il faut gagner le combat, et pour que les tours aient un effet, il faut faut perdre le combat. Donc voilà, donc ça c'est très simple. Et puis genre de capacité qu'on pourrait avoir, eh bien par exemple voilà, si on prend cette carte ici, il est écrit: vous ne prenez pas de perte dans ce combat des capacités des cartes maison, des symboles de combat ou des cartes cours de la bataille. Les cartes cours de la bataille, ça j'expliquerai tout à la fin. Mais en gros, si on fait abstraction de celui-là qui n'est pas très important, ça veut simplement dire que même si j'ai perdu le combat et que mon adversaire a gagné avec des symboles épées, je ne tue pas d'unité. Ça protège des pertes en fait. Je n'ai pas d'unités qui peuvent mourir, elles iront toutes en déroute.
Qu'est-ce qu'on a d'autre comme voilà, autre capacité, par exemple ici, c'est quoi? C'est si vous avez un pion ordre défense dans la zone attaquée, sa valeur est doublée. Donc bah, au lieu d'avoir +1 avec celui-là, j'aurai +2, et celui-là, au lieu de +2, +4. Enfin, c'est simplement ce que ça dit ici. Donc il suffit de lire, il y a plein de choses différentes. Les cartes maison des autres joueurs, enfin toutes les cartes sont différentes, donc il y a plein de capacités, mais il suffit vraiment de lire. Je les connais pas toutes de toute façon, mais il suffit de lire ce qui est marqué dessus, donc rien de bien compliqué. Donc voilà pour les combats. Donc les symboles épée pour le gagnant tuent directement des unités, et les symboles de tour protègent des symboles épée pour le perdant. Donc voilà pour les batailles. Faut savoir qu'il peut y avoir plusieurs batailles par tour, donc comme j'ai déjà expliqué. Les unités en déroute, donc comme je l'ai rappelé tout à l'heure, ont une force de 0 et sont tuées si le combat est encore perdu. Et donc voilà, donc c'est toujours le même principe pour toutes les batailles et c'est valable également pour les batailles en mer. Quand on veut prendre une zone maritime avec une attaque de bateau, c'est exactement les mêmes règles qui sont appliquées. Voilà.